Donc le titre aujourd'hui, simplifier la gestion des protocoles de sécurité. Alors j'ai la chance aujourd'hui d'accueillir Roxane Antoulou, qui va se présenter et nous présenter un petit peu toute cet univers autour du protocole de sécurité. Et puis on aura la participation et l'intervention de Chantal Kierman, directrice des transports CETAC, qui à ce titre va nous parler également de son expérience sur les protocoles de sécurité, l'e-protocole qu'on verra dans un deuxième temps. Et voilà, et qui en plus est une adhérente de la INF. Donc merci encore pour cette participation. Et tout de suite, on démarre avec Roxane. Juste un petit point, j'ai oublié. Donc, la présentation aujourd'hui, ça va être bien sûr un rappel des obligations réglementaires. Et comme toujours, de montrer au travers de cette obligation réglementaire bah, que c'est avant tout un outil de réduction des risques au travail. Et puis, comme c'est l'objet de tous nos webinaires, on est là vraiment pour montrer les meilleures pratiques du moment et de montrer quelles sont les dernières innovations. Donc, cet e-protocole, c'est ce qu'on va appeler une innovation pour justement simplifier cette gestion des protocoles. C'est l'objet du webinaire. Roxane, je te donne la parole. Merci. Alors moi, du coup, c'est Roxane Antouli, je travaille chez SDP Web, je suis product owner et ergonome, et je suis en charge du produit e-protocol. Ça fait maintenant 2 ans que je travaille dessus. Donc aujourd'hui, on vous propose un webinaire qui se construit de la manière suivante. On va d'abord parler de qu'est-ce qu'un protocole de sécurité. Donc on va revoir ensemble la définition et les caractéristiques de ce document. On va s'attarder aussi sur ce que dit la loi, les spécificités du protocole du point de vue de la loi, et puis les problématiques dans la vraie vie qu'on rencontre, donc le terrain. Et puis, on va terminer sur une rapide présentation du protocole, donc notre solution de dématérialisation des protocoles de sécurité. Et on va vous expliquer comment on essaye de répondre à toutes les problématiques qu'on aura vues ensemble via notre application. Donc, pour commencer, qu'est-ce qu'un protocole de sécurité? Le protocole de sécurité, c'est une obligation. Donc, c'est un document obligatoire pour toutes les opérations de chargement et de déchargement. Il comprend toutes les informations utiles à l'évaluation des risques de toute nature générés par l'opération et aux mesures de prévention et de sécurité à observer à chacune des phases de sa réalisation. Donc ça, c'est sa définition au niveau du Code du travail. Mais concrètement, qu'est-ce que ça induit? Ça induit que ce document est un document unique qui unit 2 entreprises. Donc d'un côté, on a l'entreprise d'accueil qui accueille le camion sur son site, et de l'autre côté, on a l'entreprise qui exécute le transport. Ces 2 entreprises doivent élaborer ensemble un protocole de sécurité. Donc on parle là d'échange préalable, et c'est vraiment nécessaire parce que chaque entreprise doit donner des informations qui lui sont propres. Donc pour l'entreprise d'accueil, on a besoin d'avoir les consignes de sécurité, donc bien sûr celles qui concernent l'opération de chargement et de déchargement, le lieu de livraison, les modalités d'accès et de stationnement, et très important, le plan et les consignes de circulation. On aura aussi besoin d'indiquer les matériels et engins spécifiques utilisés, les moyens de secours en cas d'accident et l'identité du responsable désigné par l'entreprise d'accueil. Du côté du transporteur, lui, il doit renseigner les caractéristiques du véhicule, son aménagement et ses équipements, la nature et le conditionnement de la marchandise, et puis les précautions liées à la nature des substances ou produits transportés. Donc, comme on le voit, il y a vraiment 2 parties distinctes, et chacune des parties prenantes doit remplir ces informations. Donc, l'échange préalable est primordial pour réussir à faire un protocole de sécurité qui répond aux obligations. Ensuite, il y a aussi la formalisation. Donc, faut penser que le protocole de sécurité, il est surtout à destination du conducteur. Donc, il doit être lisible et compréhensible par le conducteur. Ça induit qu'il doit être transmis dans sa langue maternelle, et ça induit aussi qu'il faut qu'il soit facile à lire. On évite alors le protocole de 10, 20, 30 pages, parce qu'on sait très bien qu'au plus il y aura d'informations, au plus ce sera compliqué d'une de les lire, de deux de les comprendre et de trois de s'en souvenir. Peut-être, Roxane, un petit Mmh. complément sur ce point-là. Mmh.
si les gens veulent voir ce que doit contenir le protocole de sécurité, un protocole qui ne fait pas 10 pages, voire plus. Il y a notamment l'INRS qui, dans l'ED 941, donc je pourrais la mettre en lien en diffusant les replays, qui donne un protocole en 2 pages sur l'intervention des entreprises extérieures. Il y a la partie protocole de sécurité. Et puis on a un autre document, je crois que c'était moi qui me l'avais donné, du centre de gestion de la Loire-Atlantique, pareil en 2 pages. Donc ça donne des modèles. Après, il faut l'adapter bien sûr à Oui, chaque entreprise, mais ça donne c'est des ça. modèles et un protocole de sécurité tel qu'il est donné dans les 2 exemples que je vous donne maintenant. Ça fait 2 pages en fait, un protocole de Oui, sécurité et ça définit tous les points que Roxane vient de nous expliquer. oui, c'est très pratique d'utiliser les modèles. Que dit la loi par rapport au protocole de sécurité? Donc déjà, il doit être établi avant chaque opération de chargement et de déchargement. C'est une obligation et ça concerne toutes les opérations de déchargement de chargement et de déchargement. La seule exception, c'est dans le cas d'opérations répétitives. Donc dans ce cas-là, un seul protocole est nécessaire, mais il faut que ce soit les mêmes entreprises, le même type de véhicule, la même marchandise, le même matériel, etc. Dès qu'il y a le moindre changement, il faut refaire un protocole de sécurité. Que doivent faire les entreprises? Donc concrètement, toutes les entreprises doivent demander l'établissement du protocole de sécurité. Donc toutes les parties prenantes, le transporteur, l'entreprise d'accueil, le sous-traitant exécutant le transport. Même lorsque l'entreprise d'accueil reçoit un sous-traitant qu'elle ne connaît pas. Là, il y a Oui, difficulté. tout à fait. C'est une des difficultés. Ouais. Les transporteurs et l'entreprise d'accueil ont donc l'obligation d'élaborer conjointement un protocole de sécurité, de le dater et de le signer. Donc ça, c'est ce qu'on a vu juste avant. Il y a vraiment 2 parties avec des informations spécifiques à chaque entreprise. Donc il faut vraiment l'élaborer ensemble. Du côté de l'entreprise d'accueil, elle doit faire respecter le contenu du protocole de sécurité et notamment le plan de circulation sur son site. Elle doit aussi du coup s'assurer que tout ce qui est inscrit est toujours d'actualité. S'il y a le moindre changement sur, par exemple, le plan de circulation, il faut l'indiquer. Enfin, il faut surtout faire un nouveau protocole de sécurité. L'employeur du conducteur, lui, de son côté, il doit transmettre le protocole au conducteur et lui donner l'instruction de le consulter. Il a donc l'obligation de s'assurer que le conducteur en a pris connaissance. Et ça, peu importe les modalités. Côté conducteur, lui, il doit respecter les instructions contenues dans le protocole à compter du moment où il rentre sur le site d'accueil. Le conducteur a donc l'obligation de prendre connaissance du protocole de sécurité. Néanmoins, il ne pèse pas sur lui une obligation de signature. Donc là, ça va être à chacun, donc soit au site d'accueil, soit au transporteur, de mettre en place sa règle pour pouvoir prouver qu'il a bien transmis les informations nécessaires au conducteur. Qui est responsable? En cas d'accident, en fait, tous les acteurs peuvent être tenus responsables. Parce que l'employeur, il a une obligation de sécurité envers son employé et parce que toute faute qui cause un dommage à quelqu'un entraîne la responsabilité civile et ou pénale. Donc, concrètement, le site d'accueil, le transporteur et le conducteur peuvent être tenus responsables en cas d'accident. Quelles sont les sanctions en l'absence de protocole ou dans le cas d'un protocole incomplet? Alors là, on parle d'une amende de 10 000 € qui est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés de l'entreprise concernés par l'infraction. Et en cas d'accident, on parle de faute inexcusable pour l'employeur. Ça peut aller jusqu'à 2 ans d'emprisonnement, 30 000 € d'amende si les ITT sont plus de 3 mois, et ce par un manquement à une obligation de prudence et de sécurité. Et puis, il peut bien sûr y avoir des poursuites pénales pour homicide ou blessure involontaire. Voilà. Juste, Roxane, je t'arrête. Il y a déjà 2 questions Mmh. sur le chat. Mmh. Et puis on va essayer d'y répondre dès maintenant, même si ça fait un petit peu le lien avec qu'est-ce qui se passe dans la vraie vie, parce que c'est des vraies Mmh. questions. Je vois même une troisième qui arrive. Que se passe-t-il pour les chauffeurs étrangers qui ne parlent pas français? Oui, bien sûr, ils sont censés avoir un document qu'ils sont capables de comprendre, donc C'est si ça. possible dans leur langue. Donc ça, c'est ce que dit la loi, on va voir, hein. Ça Mmh. fait partie des problèmes extrêmement pratiques. Une autre Exactement. question de Maude, est-ce que le protocole doit être revu tous les ans? Est-ce qu'il y a une périodicité? Ou est-ce que c'est uniquement en cas de changement particulier? Alors, il n'y a pas de périodicité, mais Voilà, c'est à chaque dès qu'il y a un changement. changement. Voilà, Dès qu'il y a un dès qu'il y a un changement, dès que c'est changement. nécessaire, le document doit être en permanence à Mmh. jour. Donc dès qu'il y a un changement, mais C'est il n'y a ça. pas une obligation de réviser systématiquement Non, tous les ans. Mais c'est rare que tous les ans, il n'y ait pas un changement. c'est ça.
Une autre question, mais là, ça arrive, je pense, parce que les gens ont pas, ça s'est passé très très vite. Y a-t-il des types de marchandises en particulier concernées par le protocole? Non, toute marchandise, hein, c'est ce que Toutes. tu nous as expliqué, toute Mm. marchandise, tout type de transport, opération de chargement, de déchargement. Donc ça va être tout ce que l'on pense de matières premières qui arrivent sur un site et de produits finis qui vont partir du site. Mais ça comprend aussi les déchets, ça comprend C'est tout ça. type d'intervention qui va être fait par un transporteur, par un camion sur un site quelconque. Et C'est la ça. dernière question qu'il y avait, un dépôt en limite sans entrer dans l'établissement. Alors, un dépôt en limite sans entrer dans l'établissement. Alors là, on est à l'extérieur de l'établissement. Y a-t-il un protocole de sécurité? Ou est-ce que, à partir du moment où on n'est pas dans l'enceinte de l'établissement, est-ce que le protocole est nécessaire? À ma connaissance, c'est seulement quand on rentre dans l'établissement. Tout Du à moment fait. qu'on pénètre dans le site d'accueil. Mm. Je suis d'accord avec ta réponse. C'est vraiment quand on Mm. rentre dans l'établissement. Autrement, Mm. on est Mm. sur la voie publique. C'est ça. Donc, bien évidemment, l'entreprise qui ferait ses chargements ou ses déchargements sur la voie publique, par contre, elle doit se poser la question si elle ne met pas en danger et donc faire une analyse de risque également si le camion reste sur la voie publique. Voilà, on a répondu aux premières questions qui nous arrivent. Roxane, je te laisse aller dans la vraie vie parce qu'on a vu les obligations, on a vu ce que c'était, on a vu les obligations. Maintenant, comment ça se passe dans la réalité? Donc, voilà, on a vu toutes les difficultés qu'on a dans les obligations. Euh, et la vraie vie, maintenant, alors je vous pose la question à vous, déjà, pour commencer. Donc, je vous invite à scanner le QR code. Si vous êtes concerné par les protocoles de sécurité, est-ce que vous considérez que vous êtes en conformité avec la réglementation, donc avec tout ce qu'on vient de voir? Donc, si vous pouvez scanner ce QR code avec vos téléphones portables, et puis dès que tout le monde sera arrivé sur le questionnaire, Roxane va lancer le questionnaire. Donc, vous étonnez pas, vous allez arriver sur une page d'accueil. Et voilà, on vous laisse quelques secondes pour sortir vos téléphones, scanner le QR code. Et voilà, je pense que ça suffit. Je pense que tu peux Mhm. ouvrir la question maintenant et donc de répondre à la question, considérez-vous que vous êtes en conformité avec cette réglementation, que ce soit de la mise à disposition d'un protocole dans tous vos chargements et déchargements, la mise à disposition d'un protocole dans une langue compréhensible, dans un document à jour qui comprend tous les documents. Voilà, alors là, on voit le nombre de personnes qui répondent, je pense, sur le côté, mais on voit pas C'est les ça. réponses. Alors, je peux les afficher. Vas-y, si tu peux nous afficher les réponses, Voilà. voilà. On voit là que C'est on une voit que dans la vraie majorité vie, qui c'est plus répondent. difficile que ce que la réglementation nous impose. Peut-être un retour tout de suite. On va poser la question à Chantal Kierman, qui est donc directrice des transports Kierman euh, en Occitanie. Peut-être nous dire, est-ce que cette photo des personnes qui assistent à ce webinaire aujourd'hui correspond à la réalité ou pas, sur la conformité à la réglementation? Donc, du coup, Ben, maman, tu t'as décrit ça, tu sais que c'était malheureusement, pas faux. Donc, ça tu vas plus jamais correspond à la réalité. Il y a quelqu'un qui parle derrière, du Oui, coup, ça me fait un je, retour. je vais essayer de... Ben, malheureusement, je disais, ça correspond à la réalité. Aujourd'hui, sur beaucoup de sites, les gens n'ont pas de protocole de sécurité. Alors, les grandes entreprises, oui, mais nous qui, par exemple, faisons de la distribution et qui livrons des petites supérettes, des petites épiceries, des magasins bio, voilà, eh ben, ils n'ont pas de protocole de sécurité et ils devraient en avoir puisqu'on accède dans leurs locaux pour les livrer. Donc nous, on essaie de les sensibiliser. On est en train de travailler sur un protocole de sécurité, on va dire, qui peut être commun un petit peu à tous les sites sur lesquels on est amené à se rendre. Voilà, c'est un peu compliqué parce que voilà, il y a des quais, il n'y a pas de quais. Il faut arriver à le composer et surtout, pour rebondir sur ce que disait Roxane, il faut que ce soit lisible pour le conducteur assez rapidement. Parce que même s'il a obligation de le lire, il ne va pas forcément le lire et c'est ce qu'on se rend compte. Voilà. Hmm, hmm.
Ouais, là, on est vraiment sur la première partie. Est-ce que l'entreprise est en conformité avec son protocole? Après, il y a est-ce qu'il est bien utilisé derrière par Mm. le chauffeur, puisque c'est bien sûr lui Mm. qui doit au final l'utiliser. Bon, bah, merci pour ce retour. Mhm. On voit hein, clairement le résultat, une non-conformité assez flagrante de beaucoup. Mm. 80% de non-conformité. Je pense que ça reflète en effet la réalité. Le protocole de sécurité est un document peu utilisé et très difficile derrière dans sa mise en œuvre jusqu'à présent. Tout à fait, les résultats sont sans surprise. En fait, les usages actuels font que, déjà, il y a une méconnaissance du protocole de sécurité et pour certains, c'est carrément une ignorance totale. Il y en a, ils ne connaissent pas du tout, l'existence du protocole de sécurité. Heu, Quand il y en a un de protocole, très souvent, il finit dans un grand classeur qui est déposé dans la cabine du conducteur. Donc, il ne va pas être lu et puis nous, en tant que site d'accueil ou même en tant que, transporteur, on n'a pas la preuve de consultation de la part du conducteur. On a aussi un autre problème qui va être, voilà, les protocoles de 30 pages, qui sont illisibles. Alors tout à l'heure, je parlais de 10, 20, 30, en fait, on voit vraiment tout. Un protocole de 30 pages, clairement, c'est contre-productif. Ça n'apportera pas les informations nécessaires, au bon déroulé de l'opération. Et puis, on a ce problème de langue, notamment dans le cas des spots où finalement on ne sait pas qui vient et, et dans quelle langue il va parler et donc dans quelle langue il faut lui transmettre le protocole de sécurité. Les conséquences de tout ça, c'est que finalement le protocole de sécurité il parvient rarement au conducteur. L'établissement est laborieux, donc on l'a vu par rapport aux échanges préalables, et puis par rapport au fait que la plupart ne connaissent pas l'existence. La lecture et la prise en considération est parfois difficile face au nombre de pages, donc ça je reviens dessus parce que c'est vraiment important. Il y a quand même beaucoup d'entreprises qui ne se rendent pas compte que 10 pages, ce n'est pas possible et on voit beaucoup plus que ça. La transmission au transporteur, elle est complexe, donc ça, on revient aussi sur le fait que c'est laborieux, même quand alors, il y a aussi ce fait que, la plupart aussi ne réalisent pas d'échanges préalables. Donc on va avoir des sites d'accueil qui vont envoyer un protocole, mais sans attendre de retour de la part du transporteur en face et rien que ça, envoyer un protocole donc dit «simplifié» entre guillemets, même ça reste complexe. L'archivage papier est volumineux, donc si on se rend compte de tout ce que demande la loi et si on faisait vraiment exactement ce qui est demandé, heu, le nombre de protocoles serait énorme et puis on a beaucoup de protocoles qui sont obsolètes et les mises à jour qui sont pas transmises. Ça aussi, c'est une des problématiques, si à chaque fois, qu'il y a un changement, il faut changer de protocole, ben, on se rend vite compte que c'est pas fait. Donc la deuxième question justement, question Juste avant de, puis ça va oui. laisser voilà, les gens de se reconnecter avec le QR code pour qu'on lance la deuxième question. Je prends juste deux questions qui étaient arrivées sur le côté. Mmh. Comment un chauffeur livrant plusieurs dizaines de sites différents peut gérer tous ces protocoles? Bah oui, ça c'est une Mmh. des grandes difficultés pour le chauffeur. C'est C'est pour ça. ça que Roxane insiste sur le fait que le document doit aller à l'essentiel et ne pas faire 30 pages. Alors, c'est pas quelqu'un qui va prendre 10 minutes pour lire les documents et comprendre toutes Mmh. les subtilités. Donc, il faut vraiment faire simple. Alors, c'est toujours compliqué de faire simple. Il faut vraiment faire simple, se mettre à la place du conducteur et de savoir vraiment quelles sont les informations dont il a besoin. C'est pas la peine d'en donner de trop. C'est ça. Et puis une autre question qui était, est-ce qu'on avait des exemples de jurisprudence de condamnation suite à l'absence de protocole? Alors, je vais te laisser après, Roxane, si toi, tu as des éléments. Moi, je n'en ai pas, je vais rechercher, hein, savoir s'il y a eu des exemples de jurisprudence de condamnation. Mais par contre, ce que je sais, c'est qu'en cas d'accident, s'il y a un accident et un accident grave, bien évidemment, c'est la première question de l'inspection du travail, tout comme le document unique, Mmh. qui est le document de synthèse qui va vous être demandé. Le protocole de sécurité sera également demandé pour savoir côté employeur, quelles étaient les consignes de sécurité que vous aviez données aux transporteurs. Donc ça, c'est une évidence que, en cas Mmh. d'accident grave, bien évidemment, on ira rechercher au travers de ce document-là s'il était existant ou pas existant, et après on remontera, enfin, l'inspection du travail remontera la responsabilité
jusqu'à l'entreprise de transport et jusqu'au chauffeur. Comme le disait tout à l'heure Roxane et puis Madame Kierman, chacune des parties peut avoir sa part de responsabilité en cas d'accident. Après, je te laisse aller. Oui. Pardon, je peux vous citer un petit exemple. Bon, il n'y a pas eu de procédure pénale, mais j'ai eu l'exemple l'année dernière d'un accident du travail où un de mes conducteurs s'est fait casser un doigt au chargement. Donc, il a été arrêté et il y a eu une enquête de l'inspection du travail. Donc, alors qu'il a eu 15 jours d'arrêt, il y a eu enquête de l'inspection du travail. Et la première chose qu'ils m'ont demandé, est-ce que le conducteur a eu connaissance du protocole de sécurité de l'entreprise d'accueil? Il s'avérait qu'il n'y en avait pas sur le site et on m'a sommé d'écrire au site et de leur réclamer la mise en place du protocole de sécurité sous peine de ne plus accéder au site, etc. etc. Donc, et là, donc, rentre la partie commerciale et ça devient compliqué. Voilà. Mais pour un doigt cassé, donc j'ose pas imaginer sur un accident beaucoup plus grave. Tout à fait, tout à fait. Tout à fait. Merci pour ce partage d'expérience. Merci. Alors, du coup, je vous laisse, j'imagine que tout le monde a scanné les QR codes. Donc, la question, c'est quelles sont les difficultés que vous rencontrez avec vos protocoles de sécurité? Vous avez plusieurs choix. Je vous laisse voter. Voilà. Et puis, pendant que vous votez donc, sur les difficultés que vous avez concrètement à mettre en place le protocole, si vous le remplissez, donc déjà, il y a très peu de gens qui le mettaient et qui étaient à jour. Donc, il y a peut-être des gens qui ne le connaissaient pas du tout. Donc, bon, bah, on n'aura pas leur retour pour l'instant. Je vais prendre une question qu'on a sur le côté. Le protocole de sécurité ne pourrait-il pas se limiter à un accompagnement permanent par nos personnels du chauffeur? Alors, je ne sais pas dans votre cas particulier, Monsieur Micou, mais sur beaucoup de sites, en tout cas, il n'y a pas du personnel qui est capable de suivre chaque camion. Et puis, de toute façon, le chauffeur reste responsable de son véhicule également. Donc, ça n'empêche pas de partager les informations par écrit. Et dans ces cas-là, de définir également quelles sont vos informations, même pour votre personnel à vous, quelles sont les informations que vous allez faire respecter au conducteur. Donc, je ne pense pas que ce soit une solution. En tout cas, ce n'est pas une solution pour tous les sites. Et je ne sais pas si n'importe qui a le droit également de monter dans un camion pour accompagner le chauffeur. Je ne sais pas au niveau transport, est-ce qu'on autorise comme ça à faire monter quelqu'un dans les camions en permanence? Ça ne remplit pas non plus les problématiques de langue. Voilà, je pense qu'on ne répondrait pas à cette question-là par du personnel dans les camions. Non, puis il y aurait toujours la problématique aussi des spécificités du site d'accueil. Il n'y a que le site d'accueil qui peut transmettre ces informations-là. Tout à fait. Alors, du coup, voilà. On voit que c'est la transmission du protocole au conducteur qui pose le plus de problème. Oui. Atteindre le conducteur, ça c'est sûr. C'est voilà, et la transmission du protocole au destinataire et la mise à jour du protocole. Je pense que voilà, toutes les personnes qui l'ont mis en œuvre, bah, derrière, c'est faire vivre un document. C'est toujours très compliqué à faire vivre, à diffuser, à identifier tous les transporteurs. Parce qu'on parle d'un protocole, mais pour une entreprise, c'est souvent beaucoup de protocoles, puisqu'il va y avoir les opérations de chargement avec un quai de chargement, des opérations de déchargement avec un quai de déchargement. Les zones de parking des camions ne sont pas forcément les mêmes, les consignes ne sont pas forcément les mêmes. On peut avoir des zones d'enlèvement des déchets également qui vont être encore une autre zone avec d'autres problématiques dessus. Donc dès qu'on est en entreprise, on n'a pas qu'un seul protocole, on va avoir plusieurs protocoles. Et de la même manière, le chauffeur ou l'entreprise de transport ne va pas avoir qu'un seul protocole. Le chauffeur est là pour sa tournée, par exemple, X protocole à pouvoir gérer, bien évidemment. C'est ça. Madame Kierman, peut-être un retour d'expérience aussi sur les difficultés que vous rencontrez avec le protocole de sécurité tel qu'il est fait en version papier, je dirais, avant qu'on attaque la version protocole. En version papier, effectivement, le grand classeur posé dans le véhicule, c'est bien ça. C'est dès qu'on reçoit les protocoles de sécurité, alors il y a des sites où on y va de façon récurrente, mais pas forcément les mêmes conducteurs.
Donc, c'est photocopier, c'est distribuer les protocoles aux conducteurs, c'est penser à leur donner les mises à jour, c'est lui dire qu'il faut qu'il consulte le protocole avant de dès qu'il rentre sur le site. Alors, je vais mettre un bémol parce que sur les sites, on va dire, où il y a des postes de garde, enfin, les grandes entreprises avaient des postes de garde, choses comme ça. Ils ont obligation à l'entrée, on leur donne un protocole simplifié, hein, donc effectivement qui se résume à un recto verso. Et bien souvent, il faut qu'ils émargent. Voilà. Après, on le leur donne, je ne suis pas convaincue qu'ils le lisent. Parce qu'il faut toujours aller vite, mais voilà. Les échanges, on va dire, avant une opération de chargement ou de déchargement, les échanges de protocoles, j'en ai vu très, très peu. Très, très peu. C'est pas des pratiques courantes. Enfin, à notre niveau, chez nous, hein, voilà. Donc, où on reçoit les protocoles et puis voilà, effectivement, on le met dans le classeur. Il est là pour l'année ou pour 2 ans ou pour 3 ans. Puis tout d'un coup, le classeur, on ne rentre plus de protocole dedans et puis on laisse purge un peu. Voilà, c'est vrai que c'est. Alors, je vais dire, pour nous, c'était problématique, ce ne l'est plus. Voilà. Voilà. Bon. Très bonne introduction pour la suite, puisqu'on peut se dire qu'il y a peut-être des solutions. Vas-y, Roxane. Alors du coup, nous, on a mis en place ces protocoles, donc une solution de dématérialisation des protocoles, et on tente de répondre à toutes les problématiques qu'on a soulevées ensemble. Alors avant de commencer, je vous présente rapidement qui on est. Donc moi, je travaille pour S2P Web, la société de services premium professionnels, qui est une société sœur donc, de B2P Web. À nous deux, nous avons JetTrans, JetMove, eProtocol et Transport Recrute. Donc il y a tout un écosystème autour du protocole. eProtocol, plus précisément, a été créé en 2020. Nous sommes 2 concepteurs dessus, donc moi et le responsable product owner. Nous avons une équipe de 6 développeurs qui sont entièrement dédiés à eProtocol. Nous avons une équipe de 30 personnes au service client et 45 personnes sur le terrain. Quelques chiffres clés de cette dernière année, on est à 2800 sites inscrits sur eProtocol. Nous avons déjà plus de 18 500 protocoles chez nous et on a effectué plus de 31 000 diffusions. Voilà, dans les grandes lignes. Oui, peut-être expliquer, ou je l'ai mal entendu, d'où vient S2P Web, B2P Web, JetTrans et autres. Alors du coup, S2P Web et B2P Web, ce sont 2 sociétés de la holding H2P. Oui. Et ensuite, donc, il y a le produit B2P Web que vous connaissez, la bourse de fret. Et ensuite, il y a le produit JetTrans qui est la gestion documentaire de transport, le produit JetMove qui est la traçabilité mutualisée, le produit protocole dont on parle aujourd'hui, et puis le produit le Transport Recrute qui est une plateforme de recrutement dédiée au secteur du transport. D'accord, donc c'est vraiment une société issue du monde du transport, des transporteurs en eux-mêmes. Exactement. Voilà, c'est ce que j'allais rajouter. C'est vraiment la création est née des transporteurs, d'avoir ses propres produits. Voilà. C'est ça. Donc derrière en fait cette solution, c'est vraiment les transporteurs qui s'associent pour leur très grande majorité, transporteurs français bien évidemment, qui s'associent puisque là on est sur une solution française, donc qui se sont associés dans le passé pour faire un certain nombre d'outils mis à disposition du monde du transport, que ce soit au travers de l'e-protocole, mais au travers d'autres services qui peuvent être faits pour les transports en général. C'est ça. Voilà. Tout à fait. Donc sur les protocoles, parce qu'on a de temps en temps des gens qui viennent de créer des startups qui viennent un petit peu d'univers parallèle. Là, on est vraiment de l'univers des transporteurs qui ont créé un outil pour gérer une problématique administrative que les transporteurs rencontraient. Et donc, c'est vraiment la volonté des transporteurs de créer cette solution-là et de la diffuser le plus largement possible pour être en conformité avec la réglementation et donc et aussi d'une manière plus fluide, en plus d'être en simple conformité, d'avoir un outil qui soit efficace. Exactement.
Donc, sur les protocoles, on a 2 fonctionnalités centrales. Donc, d'un côté, on a la gestion du protocole avant l'opération de chargement-déchargement. Et puis, de l'autre côté, on a l'accès facilité au protocole pour le conducteur, donc via une application ou via QR code. C'est vraiment le cœur de notre application aujourd'hui. La gestion préalable, en fait, ça va consister à déposer numériquement son protocole. Ça va permettre de faire des mises à jour facilitées. Et puis, ça va permettre de diffuser le protocole à un grand nombre de transporteurs. Donc déjà, nous avons plus de 25 000 prestataires de transport déjà utilisateurs de nos services. Donc, ça facilite aussi cette transmission-là. Et puis, nous permettons, via e-protocole, de réaliser les échanges préalables donc directement sur la plateforme. Tout ça, ça nous permet d'avoir des preuves d'envoi, de diffusion, de pouvoir dire, voilà, moi, en tant que site d'accueil, j'ai diffusé mon protocole à toutes ces personnes-là. Et ça permet aussi d'avoir des accusés de réception, en tant que site d'accueil, pouvoir dire, je l'ai diffusé, et puis je sais que la personne en face de moi l'a réceptionné puisqu'elle m'a répondu. Et tout ça, c'est historisé sur 5 ans. Ensuite, le côté accès simplifié au protocole. Donc là, il y a deux choses. Il y a l'application mobile. Donc, pour tous les conducteurs qui ont l'application mobile, ils ont accès donc à une banque de protocoles qui est à disposition. Ils peuvent les consulter quand ils le souhaitent. Et on leur pousse aussi le protocole grâce à un système de géofencing. Donc, dès que le conducteur rentre dans un rayon défini via l'application, dès qu'il rentre dans ce rayon-là, on envoie une notification et ça dit qu'il y a un protocole à proximité et qu'il faut le lire. Et puis, ça permet donc au conducteur de pouvoir lire le protocole en amont de l'opération ou à l'arrivée quand il reçoit la notification. Tout ça permet au site d'accueil et aux transporteurs d'avoir une preuve de lecture de la part du conducteur et pouvoir dire que chacun a fait sa part du travail. Via QR code, donc là, ça va être surtout pour la gestion des spots. Ça va permettre de scanner depuis n'importe quel appareil. Donc là, on voit sur la photo, c'est un client donc, qui a mis en place un QR code à l'entrée de son site. Donc quand on le scanne, on arrive sur un portail qui demande des informations du conducteur. On peut aussi mettre à disposition ce QR code sur une tablette. Donc nous, c'est ce qu'on conseille au site d'accueil en général, parce qu'on sait qu'il y a des conducteurs qui n'ont pas forcément les téléphones compatibles avec la fonctionnalité du QR code. Et donc tout ça, ça permet également d'avoir la preuve de lecture de la part du conducteur, toujours. Et ça permet surtout d'établir un premier pont entre le transporteur et le site d'accueil. Donc, on va pouvoir identifier les transporteurs qui viennent chez nous et on va donc pouvoir mener les actions correctrices nécessaires, et donc c'est-à-dire pouvoir envoyer en amont le protocole et réaliser des échanges préalables et connaître la langue du conducteur qui va venir. Le conducteur, lui, oui. Excuse-moi, une petite question, parce que j'ai le droit aussi de vous poser des questions. Le conducteur, quand il ouvre son protocole, est-ce que ça lui donne dans sa langue que lui a prédéfinie dedans, si c'est un... Alors là, ça va dépendre de ce qu'a fourni le site d'accueil. S'il n'a fourni qu'un protocole en français, malheureusement, il sera qu'en français. Donc, ce sera ensuite à venir corriger justement ça. Mais il peut très bien déposer son protocole. S'il l'a fait traduire, il peut le déposer donc, sous toutes les langues qu'il a. Et le conducteur viendra choisir la langue du protocole qu'il veut lire. Voilà. Donc, ça permet de résoudre beaucoup de choses. Petit retour d'expérience de Madame Kierman, peut-être, sur la mise en place de cet e-protocole qui permet de digitaliser la transmission de cette information entre l'entreprise d'accueil, l'entreprise utilisatrice, le transporteur, et puis le conducteur qui est sur le terrain. Déjà, donc, on arrive à supprimer petit à petit la tonne de papier de protocole de sécurité. Hein. Alors, on n'est pas au bout encore, parce que la plus grosse difficulté, c'est d'obtenir les protocoles de sécurité de nos sites d'accueil, hein, qu'ils soient chargeurs ou destinataires. Alors, on a un avantage avec e-protocole, c'est qu'il y a une communauté.
une communauté et on arrive à s'envoyer les protocoles, à se les récupérer dans la communauté. Si moi j'ai des collègues, par exemple, chez lesquels je suis amenée à aller, sur la communauté, je peux récupérer son protocole de sécurité, le lui valider et l'enregistrer dans notre bibliothèque de protocoles. J'ai la possibilité, puisqu'on a plusieurs catégories de conducteurs, donc ceux qui font de la zone longue et de la distribution, d'affecter une bibliothèque ciblée pour les conducteurs de distri, une bibliothèque ciblée pour les conducteurs de zone longue, ce qui fait que ça évite effectivement, comme disait Roxane, quand on est dans un certain périmètre qu'on a défini, on a les alertes, les notifs qu'il y a un protocole de sécurité à disposition. Donc, il suffit que vous ayez quelques clients dans le périmètre, voilà, vous avez tous les protocoles. Donc, ça permet de filtrer et de, par activité, adresser par catégorie les protocoles. Voilà. Donc, aujourd'hui, c'est vrai que pour le conducteur, ils sont dans la modernité, ils ont tous les smartphones et ils sont habitués à travailler aujourd'hui sur des applis, des applis, quoi. Voilà. Mais ça facilite la vie pour le suivi et nous, ça nous permet aussi d'avoir ce retour, de les relancer. Donc nous, quand on l'a déployé, j'ai une petite collaboratrice en alternance. C'est elle qui s'en est occupée, qui a fait les courriers, qui sollicite les chargeurs, qui les sensibilise à la réglementation. Voilà, donc petit à petit, la bibliothèque s'étoffe et ce qui fait qu'on a de moins en moins de papier à promener, quoi. Facilite la vie. Et je ne vous cache pas que la preuve de lecture de la part du conducteur, vu que les 3 quarts du temps, même s'ils ont signé un protocole à l'entrée d'un site, ils ne les ramènent pas. Ça finit souvent au fond d'une poubelle. Là, au moins, on a la traçabilité de la lecture du protocole. Donc, plutôt des points très positifs sur l'utilisation du e-protocole et de la facilité d'utilisation pour le chauffeur. Tout à fait. Et le QR code, alors encore, en fait, il faut faire pour les gens qui viennent sur notre site, il faut faire de l'éducation. Parce que ça, bon, ils voient un QR code, protocole de sécurité, voilà. Donc, il faut les accompagner pour leur, voilà, il faut flasher, tu auras pris connaissance du protocole de sécurité. Et ouais, après, c'est comme tout ce qui est nouveau, de toute façon, hein, c'est des habitudes à prendre et à former. Alors bon, je ne vous cache pas que les jeunes, ils sont beaucoup plus sensibles que ma génération, je vais dire. mais les jeunes conducteurs sont beaucoup plus, enfin, eux, ça fait partie pour de eux, leur c'est vie, facile. c'est facile. Bon, le protocole de sécurité, il existe quand même depuis 96, je crois. Donc ça fait quand même quelques années, même pour les moins jeunes, ça fait quand même quelques années maintenant que c'est une obligation d'avoir le protocole de sécurité. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, de plus en plus, on met l'accent sur ces obligations-là et sur la nécessité aussi de l'avoir pour prévenir les accidents. On est vraiment dans la prévention des accidents. Oui. Mais quand je dis la facilité plus les jeunes, c'est la partie digitale. La partie digitale, bien sûr. Voilà, oui, c'est plus sûr. Ça, quoi. Oui, eux, ils ont plus de facilité, ils sont plus réceptifs à tout ce qui est digital. On a d'autres fonctionnalités encore quelques petites informations, parce que je vois qu'il y a pas mal de questions sur le côté, mais on y répondra après. Je te laisse terminer les fonctionnalités annexes à cette version digitale du e-protocole. Donc, toutes les fonctionnalités annexes, ça va être l'archivage de toutes les versions des protocoles. Donc, à chaque fois que vous allez faire une mise à jour, la version d'avant est gardée, avec bien sûr toutes les historiques qui étaient liés, donc que ce soit les historiques de diffusion ou les historiques de consultation de la part des conducteurs, on garde tout.
Il y a une gestion par conducteur des notifications, donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Si par exemple je fais 3 fois le même site dans la journée, j'ai pas besoin d'être notifié 3 fois dans la journée du protocole, c'est bon, je le connais en plus. Donc je vais pouvoir dire en tant que conducteur, je ne veux plus être notifié sur ce site. Du côté d'exploitation, donc on a le contrôle sur ces paramètres-là, donc on peut venir vérifier que voilà, les délais renseignés par le conducteur sont les bons. Il y a aussi un système de rappel de mise à jour automatique, donc on peut pouvoir dire, même s'il n'y a pas de périodicité obligatoire, on peut quand même pouvoir dire, voilà, dans un an, j'aimerais que e-protocol me rappelle que mon protocole a déjà 1 an et qu'il faudrait peut-être que je vérifie que tout est toujours bon. Et puis, sur l'application, on permet aussi d'avoir en évidence les points clés du protocole de sécurité. Donc, on appelle ça un résumé. Donc, là, on va renseigner vraiment les informations clés avec des pictogrammes, etc. Ça permet au conducteur d'avoir les informations clés directement à l'ouverture du protocole. Donc, notre volonté derrière tout ça, aujourd'hui, l'outil est en évolution, elle est en constante évolution. Aujourd'hui, on aide à répondre à l'obligation légale. Tout ce qu'on a vu ensemble, voilà, on y répond, donc c'est bien. Mais on se rend compte quand même que subsiste la question de savoir est-ce que les conducteurs ont l'ensemble des informations nécessaires pour intervenir en toute sécurité. Et donc là, je reviens sur ces protocoles de 30 pages. Et puis, il y a aussi l'existence de protocoles qui sont faits des scans, encore scannés et qui sont déposés de cette manière-là, ce qui rend la lisibilité difficile et donc la compréhension laborieuse. Donc nous, l'équipe e-protocole, on tend à améliorer et fluidifier la compréhension des consignes de sécurité. C'est vraiment là-dessus qu'on travaille aujourd'hui. On veut répondre voilà, à la base du protocole de sécurité qui est d'améliorer la sécurité. Donc, on sait qu'il y a beaucoup de prévention à faire, d'où notre présence aujourd'hui. Et puis, il y a beaucoup d'accompagnement fonctionnel qu'on peut proposer pour faciliter les choses. Donc là, c'est le travail de notre côté d'améliorer cette solution et de continuer à proposer des fonctionnalités qui permettront de réduire cet écart entre le prescrit et le réel et de faciliter la prise en considération des informations du protocole de sécurité. Super. Mais merci à tous. Moi, j'ai fini. Merci beaucoup, Roxane. Merci pour cette présentation. Merci, Madame Kerman, pour ces compléments. Il y a pas mal de questions qui sont arrivées sur le chat. Okay. Comme on a fini, je dirais, la partie plus présentation, je vous invite à poser les questions en direct. Si les personnes qui ont écrit leurs questions, qu'ils ouvrent leur caméra, micro, et puis on va essayer d'y répondre. Et puis si jamais je vois qu'il y en a une ou deux qui n'est pas reprise, je la reposerai à l'oral. On prend une demi-heure à peu près, le temps de répondre à vos questions. Je ne sais pas qui veut se lancer sur la première question. Vous pouvez ouvrir micro et caméra. Oui, bonjour, François Micou, MS Énergie. Merci pour cette réunion, en tout cas très instructive. Peut-être nous dire votre environnement à vous. Alors, je suis prestataire du secteur nucléaire et on a deux cas. Un qui est très encadré, qui est intervention sur site avec des protocoles de sécurité, comme l'expliquait Madame Kerman, très réglementés par notre client. Et puis on est comme tout fournisseur, on a des petits transporteurs qui passent à droite à gauche, qui déchargent tout de droit l'approvisionnement. Et là, c'est un peu moins cadré. C'est ce que j'essaie de vouloir cadrer parce que j'ai un petit volet HSE. Je me dis, oh là là, malheureusement, j'ai quelques petits problèmes aux enfournures. Et effectivement, ce qui me paraît compliqué, et c'est ce que j'exprimais dans ma question, c'est que je passe une commande à un fournisseur, je ne connais pas son transporteur, je ne sais pas qui va débouler, je ne sais pas s'il est français, s'il est portugais, s'il est espagnol, et on me demande finalement dans la loi de dire il faut que tu organises le déchargement sur ta zone, sauf que je ne sais pas à qui dois-je transmettre ce protocole. Mon client, enfin mon fournisseur, le chauffeur qui arrive, et si je pose au chauffeur, du coup, la question c'est mais son employeur, c'est quand même pas moi, donc il y a une part de l'employeur qui doit te respecter aussi. Et puis intellectuellement, quelque chose, je me mets à la place du transporteur qui va faire une entreprise 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, et chacun fait une petite mayonnaise. Je pense que le chauffeur doit avoir une bac plus 12 pour intégrer toutes ces masses d'informations de sécurité, ou bien on fait que l'administratif et on signe le papier et basta.
Voilà. Donc, du coup, à qui je transmets ces protocoles et comment ils sont intégrés, c'est ça qui m'intéresse. Alors, je ne sais pas, Madame Kierman, si vous pouvez répondre à une partie de la question, puis autrement, je compléterai la réponse. Ou Roxane, bien sûr. Pour moi, le protocole, il doit être transmis à votre fournisseur qui, lui, si c'est lui le commanditaire du transport, c'est à lui, surtout si vous êtes un site sensible nucléaire, qui doit le transmettre à son transporteur qui va intervenir sur ce site. Après, effectivement, c'est s'assurer à l'arrivée si le conducteur, parce qu'il peut l'avoir transmis au transporteur, mais l'exploitant peut ne pas l'avoir transmis parce que il n'a pas eu le temps, le chauffeur n'a pas de mail ou de système de réception de mission dans son véhicule. Donc c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. Et le fait de ce e-protocole, votre fournisseur le charge, il demande à son transporteur en fait, de le charger, et quand il arrive, le chauffeur, là, puisqu'on lui affecte sa mission. Voilà. Mais c'est vrai que c'est des situations auxquelles on est confronté tous les jours. Hein. Bon, après, voilà, des sites comme les vôtres, je suppose que sur le poste d'entrée, il y a ce qu'il faut pour remettre le protocole. Alors, ils les lisent. Oui, non. C'est vrai que le fait que ce soit simplifié, le plan de circulation, ça c'est hyper important pour eux. Accès au quai, pas accès au quai, les zones de chargement, déchargement, produits dangereux, les pictogrammes, puisque je suppose quand ils viennent chez vous, ils ont au moins une formation ADR. Voilà, mais il faut que ça soit très, très lisible, quoi. Nous, sur les sites, on n'a pas de problématique parce que c'est supporté par le client finalement. Mais effectivement, chez nous, ici en agence, on n'a pas, j'ai pas d'accueil, hormis sur un gardiste qui fait accueil, assistante, et voilà. Et donc, du coup, ça simplifie. D'où, moi, il décharge juste dans l'entrepôt qui est une ouverture et on dépose. C'est pour ça que je posais la question de l'accompagnement, puisque finalement, si j'ai quelqu'un qui accompagne le transport, finalement, mon sujet, il ne rentre pas sur l'installation. J'ai pas de voirie, j'ai rien. Il rentre le cul du camion, il décharge, c'est tout ce qu'ils font. Là, on est Oui, mais entre il descend, il rentre au bureau. Oui, je sais. Oui, c'est pour ça. Imaginons qu'il y a un cariste qui passe, qui l'accroche. On va venir voir sur votre protocole de sécurité. Il y avait la zone piétonnière, etc. Bon, Je sais, malheureusement, j'ai eu un accident grave, donc je suis très sensible au protocole de sécurité. Donc, je sais très bien que c'est la première pièce qu'ils demandent, puisque malheureusement, j'ai connu un événement majeur. Donc, je n'ignore pas ce document qui est extrêmement important. C'est parti en justice, bonjour. Bah, pas encore, j'attends la convocation. Tout simplement. Qui vient de poser la question, enfin, si la personne Olivier Baril. D'accord. Vous êtes Je suis préventeur dans le BTP et accessoirement, je suis président de l'association Sécurité routière en entreprise d'Ille-et-Vilaine. Très bien. Merci de votre présence. Donc oui, pour compléter, en tout cas, oui, le document, c'est bien d'avoir comme ça un cas réel. Hein. Donc en cas d'accident, on vous l'a demandé et vous êtes maintenant sensibilisé. Et comment faire? Alors pour répondre à votre question, oui, c'est à votre fournisseur de fournir à son transporteur, et au transporteur, c'est souvent il y a un transporteur et puis il y a le transporteur en local, hein, il y a de la sous-traitance qui peut se faire, donc il y a souvent une chaîne derrière, hein. La logistique, c'est souvent ça. Donc c'est un cas extrêmement pratique, et c'est là où c'est ce genre d'outil qui simplifie et qui digitalise répond à une partie de la simplification. Hein, il y a bien évidemment la première des choses. Moi, j'ai été, pour ceux qui me connaissent avant d'avoir été secrétaire général de l'AINF, j'ai été responsable sécurité, j'ai également été responsable logistique dans l'industrie mécanique. Donc, je connais bien ces problématiques-là de transmission et de définir. Je dirais la première chose sur un protocole de sécurité, ça doit faire vraiment être une analyse de risque. Donc, il faut vraiment déjà réduire les risques au minimum vis-à-vis des transports, donc avoir des zones piétonnes, comme le disait Mme Kierman, qui soient clairement identifiées ou autres pour véritablement réduire le risque, pour avoir quelque chose qui soit instinctif. Donc on voit dans beaucoup d'endroits, les zones sont balisées, sont identifiées clairement, avec une porte séparée de la porte de chargement.
il va falloir vraiment donner le minimum d'informations au transporteur. Il ne faut pas demander à un chauffeur d'apprendre plein de choses ou de tout connaître sur votre site, ça c'est clair. Il va falloir essayer de lui simplifier la vie, donc de réduire tous les risques auxquels il va être exposé, avoir une information très synthétique. Et le fait de faire un document simple, c'est souvent très compliqué en entreprise, mais ça répond à une véritable démarche de réduction des risques et de prise en compte que quelqu'un qui va arriver, bah, c'est quelqu'un d'extérieur et il n'a pas à tout connaître. Ça peut être un intérimaire, il peut être là depuis une journée ou être venu 10 000 fois sur votre site. Il ne va pas faire attention aux mêmes choses. Celui qui est un habitué va même plus faire attention de temps en temps à certaines choses, alors que le nouveau va faire attention à d'autres choses. Donc, faut véritablement se poser ces questions-là pour le site qui va émettre son protocole de sécurité. Donc, il y a un vrai travail en interne de limiter les risques, et on est sur les 9 principes de sécurité, pour réduire les risques, les identifier clairement, etc., etc. Le document qui va rester, qui est le protocole de sécurité, on a après cette plateforme qui permet de la diffusion beaucoup plus simple, de mise à jour beaucoup plus simple, et d'avoir en effet un petit résumé qui donne les principales indications, la limitation de vitesse, le plan d'accès, etc., dessus, et la possibilité de l'avoir dans la bonne langue pour le chauffeur. Ça n'empêche pas que le protocole doit être bien fait par l'utilisateur. Alors j'avais vu une question sur la responsabilité de celui qui le rédige. Alors bien sûr, c'est le chef d'entreprise qui est responsable de la rédaction, mais il peut bien sûr déléguer cette responsabilité à quelqu'un en charge de la sécurité. Ça passe par des délégations de responsabilité, on ne va pas rentrer dedans aujourd'hui. Et de la même manière, le chauffeur qui va signer ou valider comme quoi il l'a lu, alors est-ce qu'il va tout lire? On me dit ça peut être comme des conditions générales d'achat ou des choses comme ça, les petites lignes ou les lignes d'assurance. C'est sûr qu'un chauffeur dans la tournée n'a pas le temps de regarder toutes les petites lignes et de lire toute la prose qu'une entreprise va avoir fait. Donc, il va vraiment véritablement falloir lui mettre des choses qui sont rapides, de chaussures de sécurité obligatoires, de respecter les zones où il a le droit d'aller, les zones où il n'a pas le droit d'aller. Donc, les produits qu'il va transporter. Donc, s'il y a un risque chimique, pas de risque chimique. Les protocoles types que je disais tout à l'heure, auxquels je faisais référence, que ce soit sur l'INRS ou sur le centre de gestion du 44, donnent justement cette vision très synthétique des risques dont il faut parler au chauffeur. Il ne faut pas lui raconter sa vie. On n'est pas là pour raconter sa vie. C'est vraiment les choses essentielles dont il a besoin de prendre connaissance. Après, derrière, si lui, on ne prend pas connaissance, c'est comme pour tout. Et ça n'empêchera pas sa responsabilité. Le jour où il y aura un accident qu'il aura validé de les avoir lus, sa responsabilité sera engagée. Et là, je dirais, pour l'entreprise de transport, comme pour l'entreprise qui l'émet, c'est une question de formation aussi et de sensibilisation au risque. Donc, il va falloir bien évidemment accompagner la diffusion d'un protocole de sécurité, d'une formation, et je pense que ça, Mme Kierman pourra le confirmer, mais il y a comme ça une sensibilisation qui est faite sur l'importance de les regarder, mais à condition que ce soit accessible. Si on fait un protocole de sécurité de 30 pages, moi, je serai à l'inspection du travail, je mettrai un carton au moins orange à l'entreprise parce que clairement, personne ne peut lire 30 pages de documents avant de rentrer sur un site. Personne ne le ferait et ce n'est absolument pas pour moi une mesure de sécurité raisonnable. Ça veut dire qu'il y a beaucoup trop de risques. J'ai beaucoup travaillé aussi avec des gens qui faisaient de la certification de produits, qui m'avaient dit quand votre produit il ressemble à un arbre de Noël avec des interdictions partout, ne pas faire ci, ne pas faire ça ou autre, c'est que vous avez un problème dans votre analyse de risque au départ. Un produit, il doit être naturellement non dangereux. Votre site doit être naturellement non dangereux pour un transporteur également, je dirais. Et donc, le protocole doit être juste les risques résiduels des consignes qui ne peuvent pas avoir été réduites d'une autre manière. Donc, le protocole, s'il est au-delà des 2 pages, pour moi, il y a déjà un problème dans l'entreprise. L'entreprise doit se poser des questions. Pourquoi c'est si dangereux? Alors peut-être que dans certains cas, hein, bien sûr, certains cas sont extrêmement particuliers. C'est normal de ne pas rentrer dans une centrale nucléaire comme on rentrerait pour livrer, je veux pas, voilà, une industrie quelconque. Oui, bien sûr, il peut y avoir des niveaux de prévention différents, bien évidemment. Mais je dirais, dans la grande majorité des cas, le protocole de sécurité, ça doit être quelque chose d'extrêmement simple. Il ne faut pas chercher à le compliquer, hein, autrement il ne sera pas lu. Donc vraiment faire quelque chose de simple, de pragmatique, de le plus possible à lire en se mettant à la place de l'autre personne. Et puis pour compléter également la réponse sur la diffusion du protocole,
Le fait d'avoir votre prestataire qui est donc lui responsable du transport, hein. C'est vrai que quand on achète des marchandises, on peut les avoir départ ou franco, hein. Tout dépend du contrat qu'on passe avec la négociation de prix, hein. Ça fait partie de la négociation de prix. Est-ce que le transport est compris dedans ou pas? Bah, voilà, mais dans ces cas-là, il faut aussi rajouter dans la négociation de prix, dans le contrat d'achat, si le fournisseur doit faire respecter notre protocole de sécurité, hein. C'est une question contractuelle dans ces cas-là des achats. Et puis, il y avait quand même, je voulais revenir sur le point que Roxane avait montré tout à l'heure, sur la possibilité de mettre le QR code à l'entrée du site. Hein, c'est-à-dire que le protocole, il est censé avoir été diffusé via toutes les strates hiérarchiques de l'entreprise et du transporteur. Après, très concrètement, à l'entrée du site, pour le chauffeur, il y a aussi la possibilité de faire référence au QR code qui va renvoyer sur l'application. Donc le chauffeur va de toute façon pouvoir retrouver cette chose-là. Donc s'il est sensibilisé, hein, si cette partie-là de formation et donc il connaît l'importance et de savoir que bah, il peut prendre 2 minutes pour consulter son protocole, on peut rajouter à l'entrée du site sous un document plastifié le QR code qui lui permettra à l'entrée facilement de retrouver ce protocole. J'espère avoir répondu. L'idée, c'est d'améliorer les choses. Après, la pratique est toujours, ça nécessite beaucoup de bonne gestion de part et d'autre. Merci pour la réponse. Je vois monsieur, qui c'était? Monsieur Baril, je crois, qui voulait poser une question. Donc, question très ouverte. On voit bien que le protocole de 96, qui est une émanation du plan de prévention, en fait, hein, c'est un mini plan de prévention de 96, Oui. et que la réglementation a évolué depuis des années. Et moi qui typiquement travaille dans le BTP, donc j'ai le problème, comme tout le monde, du protocole de sécurité. Voilà, ça c'est dit. Mais j'ai également des problèmes de livraison sur chantier. Il existe dans la réglementation ce qu'on appelle le DOL, document harmonisé d'organisation des livraisons. C'est une réglementation particulière du BTP. Est-ce que e-protocole va s'intéresser au sujet de ce qu'on appelle le DOL, DHOL? La chaise Pour Roxane. l'instant, on est vraiment concentré sur le protocole de sécurité. Mais on va aussi permettre dans un futur de pouvoir déposer d'autres documents. D'accord. Donc, par exemple, celui-ci pourrait très bien faire partie de ces documents. C'est une sorte de protocole sécurité dédié BTP, hein, Ah, bah, puisque un chantier n'est pas une entreprise. Tout Alors, à fait. Un protocole de sécurité, on en parle dans le cadre de l'entreprise. Dans le monde du BTP est un petit peu à part sur ce dossier-là. C'est pour ça que moi je dis, un protocole de sécurité, c'est un mini plan de prévention. Entreprise, c'est pas de donneur d'ordre à donneur d'ordre. C'est entreprise d'accueil, entreprise extérieure, le transporteur. Tout à fait. Là, je laisse à la société S2P la possibilité S2P Web de développer ou pas cette variante-là. Mais voilà, en tout cas, la question est totalement pertinente. Le monde du BTP a aussi besoin de simplifier ces outils-là. Et à ma connaissance, il n'y a pas d'autres outils aujourd'hui qui gèrent cette digitalisation. Non, puis aujourd'hui, ça peut très bien rentrer dans le cadre de ce que nous faisons aujourd'hui. Ouais. Alors, je vois dans les remarques que l'OPP BTP est en train d'avoir la même réflexion. C'est monsieur Martin Manuel. Je ne sais pas si vous êtes là. Ouais, non, mais on se connaît. Merci, Manuel. Ah. Bonjour Olivier, bonjour. Salut. Sujet extrêmement intéressant. Et pourquoi je me suis inscrit, c'est que je voulais aussi entendre l'état d'avancement de vos travaux. Excusez-moi, juste vous présenter. Pardon, excusez-moi, oui. Pardon. Donc, Manuel Martin, direction technique de l'OPP-BTP. Donc, l'OPP-BTP, c'est l'organisme de prévention de la branche bâtiment, travaux publics. Je me suis inscrit pour connaître l'état d'avancement de vos travaux. Extrêmement intéressant, donc merci beaucoup. J'allais dire, le protocole a 30 ans d'existence. Devrait avoir 30 ans d'existence. Malheureusement, vous en avez fait le constat, il est peu utilisé, ou en tout cas pas assez utilisé. Et comme l'avait souligné Olivier, sur les chantiers, nous sommes confrontés à un manque de place évident. On a beaucoup moins de place que sur un site permanent, comme vous pouvez avoir dans vos entrepôts, dans vos usines et autres plateformes.
avec des problématiques complexes, avec un flux assez important de livraison qui arrivent et qui repartent. Et l'OPP est en train de réfléchir à la même démarche que vous aviez initiée il y a quelques années, de généraliser un document, alors qui prendra la forme, je ne sais pas, numérique ou pas, mais on est en train de réfléchir à alimenter cette réflexion d'analyse des risques dans un document qui s'appelle pas plan de prévention, mais PPSPS sur les chantiers, pour intégrer cette même démarche d'analyse des risques pour les sociétés de livraison ou en tout cas les fournisseurs habituels des chantiers. Donc, j'espère que vous m'autoriserez à vous écouter parce que c'est extrêmement intéressant. Merci beaucoup. Merci à vous. En tout cas, je vous invite à continuer peut-être les discussions entre l'OPP BTP et puis la société S2P Web pour voir justement quelles sont les parties que vous pouvez faire en commun, parce que c'est sûr que le monde du BTP a également ces problématiques-là avec des spécificités, comme vous l'avez dit. Je vois qu'il y a une autre main levée. Allez-y. Oui, Émilie bonjour. Boulin. Oui, Oui. Émilie Boulin, donc j'interviens pour l'AFT, l'Association du transport et de la logistique. Nous avons actuellement une convention avec la CNAM et donc j'interviens beaucoup avec la CARSAT Bretagne, justement pour améliorer, on va dire, les conditions de chargement, déchargement que nos entreprises de la branche du transport sont confrontées, hein. Donc c'est vrai que voilà, il y a aussi une réflexion qui est menée aujourd'hui en partenariat avec l'AFT et la CARSAT, spécifiquement pour améliorer les conditions de travail des transporteurs et des livreurs qui sont effectivement exposés à des risques assez majeurs. Il y a des AT mortels, hein, encore beaucoup d'écrasements. Et la question que je posais justement sur des modèles de protocole de sécurité, c'est quelque chose sur lequel on travaille avec la CARSAT Bretagne. Parce que en ce moment, avec Rennes Métropole, il y a toute une réflexion sur la livraison urbaine. Les chantiers en font partie aussi. On a des activités spécifiques pour les bennes céréales ou autres. Et le BTP, effectivement, est un sujet important. Donc, je pense que voilà, c'est intéressant que vous proposiez ces échanges parce que aujourd'hui, nous, on travaille avec beaucoup de transporteurs qui sont clients e-protocole. Donc, moi, je suis ravie de découvrir votre application avec une présentation en direct par vous. Parce que j'en ai beaucoup entendu parler et je pense que ça peut être intéressant de voir justement quelles sont les évolutions que vous pouvez proposer avec e-protocole. Je suis désolée, j'ai loupé le début, donc il y a peut-être des infos que voilà, j'ai loupé, mais je parlais de modèle de protocole de sécurité pour vos clients. Bah ouais, c'est aussi aujourd'hui un moyen de capitaliser des différents travaux réalisés de part et d'autre, quoi. Alors, on a beaucoup d'idées de comment améliorer tout ça. Mais ça peut être super intéressant qu'on fasse des groupes de travail à plusieurs, qu'on discute ensemble de toutes les spécificités qu'il puisse y avoir pour avancer dans le bon sens. Tout à fait, hein. Peut-être pour rappeler, hein, l'e-protocole, c'est quelque chose qui a 2 ans, 3 ans aujourd'hui. Donc c'est quelque chose qui se met en place et puis qui va être amené encore à évoluer avec des possibilités énormes de simplification. Sur les modèles de protocole de sécurité, j'avais fait référence notamment au document de l'INRS qui propose un protocole de sécurité. Donc c'est le D, je ne sais plus, là j'ai perdu ma feuille où je l'avais écrite. Mais je vous la mettrai en lien sur la diffusion du replay. Donc ça, c'est pour une deuxième partie de la réponse. Il y aura le replay, donc si vous avez raté le début, vous pourrez voir la fin. Et puis, on avait également identifié avec Roxane un document du centre de gestion de Loire-Atlantique qui proposait pareil un protocole de sécurité type. Donc, c'était dans les deux cas, on était sur un protocole de sécurité en 2 pages avec beaucoup de pictogrammes, quelque chose de très facile à lire, de très aéré également et qui peut servir déjà à beaucoup d'entreprises pour se faire leur base. Après, bien sûr, il faut le faire évoluer. Et je sais que c'est peut-être envisagé ou envisageable, en tout cas, d'introduire dans e-protocole la possibilité d'avoir cette trame directement dans le système. Mais ça fait partie des développements à venir. Oui, et puis au-delà de ça, il y a aussi toute la question de l'affichage sur mobile. Il y a beaucoup de possibilités à explorer là-dessus. Donc, c'est quelque chose sur lequel on travaille aussi. Merci en tout cas beaucoup de cette intervention, Madame Boulin. Et
Ça fait plaisir de pouvoir comme ça créer des liens entre l'AFT et e-protocole, entre l'OPPBTP et autres, et essayer de faire avancer cette réflexion. Est-ce qu'on a encore une autre question? J'en vois pas pour l'instant. Alors, il y avait Monsieur Thomas Bach de Safran Hélicoptère, mais j'ai pas bien compris si les transporteurs ne sont pas adhérents. Alors, je ne sais pas, Roxane, si tu peux répondre ou Madame Kerman. Pour moi, il n'y a pas besoin d'être adhérent à quoi que ce soit pour utiliser e-protocole. Non, non, non. Non. Ça se passe comment? C'est comment aller en termes de financement de e-protocole. Qui paye e-protocole pour créer son compte sur e-protocole? Est-ce que l'entreprise utilisatrice va être obligée d'ouvrir un compte? Est-ce que le transporteur va être obligé d'ouvrir un compte également sur e-protocole? Alors, le meilleur des cas, oui, c'est que tout le monde ait son compte pour pouvoir avoir l'application, etc. Après, ce qui est de la commercialisation, moi, je n'ai pas de visualisation dessus. Donc, je vous invite à contacter l'adresse mail qui était inscrite sur le webinaire, donc contact@protocole.fr. Et puis là, vous aurez des réponses plus précises à ce niveau-là. D'accord, merci, voilà. Donc ça, c'est pour créer vraiment son compte pour rentrer dans cet univers e-protocole. Et bien sûr, on remettra dans la diffusion les mails et adresses auxquels vous pouvez vous adresser. Je suis en train de regarder les différentes questions. Ah, il y a Monsieur Régis Terlin, allez-y. Oui, bonjour à tous. Juste pour indiquer que effectivement, voilà, en tant Peut-être vous que présenter. oui, voilà, c'est ce que je donc Régis Tarling, je suis le directeur de la coordination nationale des écoles du groupe Aftral et notamment des ISTEDI, Institut supérieur du transport et de la logistique internationale. Et juste pour vous indiquer que voilà, nous avons un partenariat historique, je dirais, avec B2P, H2P, et que nous venons de signer un accord pour intégrer e-protocole dans les formations. Hein, on forme, nous, les exploitants, les affréteurs notamment, et les futurs responsables d'exploitation, les futurs responsables d'agence. Et on va intégrer, entre guillemets, voilà, cet outil professionnel dans notre pédagogie. Et je pense que c'est important de sensibiliser les futurs acteurs du transport et de la logistique à l'importance de ces éléments de protocole. Voilà. Merci, c'est très intéressant en effet, et je l'avais remarqué, fait remarquer tout à l'heure, mais vous incitez dessus. Bien sûr, la formation au protocole de sécurité et de l'importance du protocole de sécurité est quelque chose d'essentiel pour que ce soit bien appliqué, bien lu et bien compris par tous. Il y avait d'ailleurs une question de Monsieur Mollet. Est-ce que le protocole est homologué? Avec tous les guillemets qui peuvent être autour. Est-ce qu'il y a une homologation ou une reconnaissance? Alors bien sûr, si c'est intégré dans des outils de formation, c'est qu'il y a une certaine reconnaissance, mais voilà, est-ce qu'il y a une autorité qui valide cet outil-là? Alors, sur le protocole en lui-même, il faut juste qu'il y ait des informations énoncées donc, par le Code du travail. Je ne pense pas qu'il y ait de modèles qui soient homologués particulièrement, à part s'il en existe un dont je n'ai pas de connaissance. Non, je ne crois pas aujourd'hui qu'il y ait d'homologation. Il y a un respect, bien sûr, de la réglementation. C'est en conformité avec tous les points de la réglementation, mais il n'y a pas d'homologation. C'est un outil qui facilite et qui va se répandre. Hein. Monsieur Terlin a insisté dessus, donc il va se répandre et devenir encore plus important et devenir le réflexe peut-être dans quelques années pour tous les sites et pour toutes les entreprises utilisatrices de transport. Est-ce qu'on va avoir encore une ou deux questions ou remarques? Non, je ne vois pas. Je suis en train de reprendre, mais je pense qu'on a répondu à toutes les questions qui étaient sur la droite. En tout cas, si jamais il y en a une que je n'ai pas repris, je m'en excuse. Madame Kerman, peut-être un commentaire sur ce webinaire pour conclure cette intervention d'aujourd'hui. Ouvrez votre micro, par contre.
Et j'étais disciplinée, je l'avais coupé et j'oublie toujours de les rallumer. En fait, il faut que ça devienne des automatismes, que ce soit pour nous, transporteurs. On parle des conducteurs, mais il faut, et Régis l'a souligné, il faut que ça devienne aussi un réflexe de nos exploitants, de vraiment sensibiliser à cette sécurité, qu'avec nos chargeurs, on arrive à avoir des échanges plus fluides de ces protocoles et systématiques, je vais dire. Donc, effectivement, la solution digitalisée est très certainement la plus légère en termes de documents et la plus simple, je pense, pour toutes les parties. Bien. Merci beaucoup à vous, Mme Kirman, de nous avoir fait ce retour en tant que société de transport et utilisatrice du e-protocole. Donc, merci pour cette intervention. Roxane, peut-être un petit Avec mot plaisir. pour... On travaille beaucoup sur le produit, on a beaucoup d'idées, il y a beaucoup de choses à faire et je pense vraiment que le produit va aller dans un sens où on va répondre de plus en plus à de nombreuses problématiques. Et j'ai hâte qu'on voit tout ça. Voilà. Donc, n'hésitez pas. En tout cas, un grand merci à vous, Roxane, et à vous, Mme Kirman, pour ces éléments.